Voilà, c'est avec un peu de sourire, mais avec pincement de cœur que nous revenons sur ces nouveaux numéros de Tel que Business. Mesdames et messieurs, bienvenue ici. Vous nous rejoignez dans, je dirais, presque cette agora qui parle essentiellement des questions économiques en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous vivons une période assez triste, assez difficile avec notre économie qui continue à broyer du noir. Mais cependant, comme l'a dit, bon, sans tomber dans l'ironie dans le procès Caméré, les intellectuels, c'est ceux qui savent contribuer au développement de la société loin des diplômes. Et aujourd'hui, c'est en tout intellectuel qu'on va essayer de réfléchir sur cette question. On parlera également du projet de la nouvelle République démocratique du Congo. C'est vrai, il y a un sens, au-delà de son sens littéral, il y a toute une dimension technique dedans, parce que, vous le savez, si on veut prendre seulement sur le plan conceptuel, c'est le vœu de chaque Congolais d'avoir une nouvelle République démocratique du Congo, parce que le pratique d'autrefois ont laissé à désirer. Et aujourd'hui, on parle justement de cette question. Comment faire pour que la République démocratique du Congo ne puisse plus rater le rendez-vous de l'économie parce que, faut dire vrai, en cette période ici, on est au cœur des enjeux avec l'économie numérique notamment. La RDC regorge l'essentiel de matière qui peut permettre à la RDC de renégocier les choses. Mais dans tout ça, il y a plusieurs questions qui interviennent. Quand on parle développement, on parle industrialisation, on parle également croissance, on parle développement, mais quelqu'un va nous l'expliquer dans le fond. On va discuter, sinon échanger et voire même débattre sur quelques questions, sur quelques concepts, parce qu'il est porteur d'un projet également sur la République démocratique du Congo. Il est macroéconomiste, il est professeur d'université à l'Université protestante au Congo, il enseigne l'économie, mais également il a travaillé dans les instances gouvernementales en tant que conseiller où il a donné de son intelligence pour l'évolution de la République démocratique du Congo. Alexandre Onchoué est avec nous encore une fois aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Merci et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Merci beaucoup. Alors, la première des questions, j'aimerais, c'est une question générique et ouverte. Vous aimez souvent parler de la nouvelle République démocratique du Congo. On sait que il y a plusieurs implications politiques, économiques, socio-culturelles. C'est ce que veulent les Congolais, qu'on voit une nouvelle République. Mais dans votre approche, quand vous parlez de la nouvelle République démocratique du Congo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? Ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu, c'est la transformation de l'être congolais. Car pour nous, le développement est la conséquence d'une action menée par un homme qui a une vision, qui est doté de certaines capacités, qui a cette envie d'agir et qui se comporte conséquemment pour justement arriver à faire avancer son économie, créer un cadre de vie stable, paisible et s'engager sur la voie du progrès et donc aider son pays ainsi que sa collectivité à aller de l'avant. Et donc pour nous, le tout part de la transformation de l'être ou de l'homme congolais. Nous avons donc besoin de nouveaux Congolais pour pouvoir bâtir cette nouvelle République. Et quand nous parlons de nouveaux Congolais, ça suppose un Congolais qui réfléchit autrement, un Congolais qui extirpe toutes sortes de tares qui autrefois ont caractérisé l'homme congolais, du point de vue de la pensée, du point de vue du comportement, du point de vue de la gestion de la République. Et cela appelle beaucoup de changements. Même au niveau de la classe politique, il y a besoin qu'un changement soit opéré. Et ce changement, nous le voyons à un niveau spirituel et non pas à un niveau physique. Je ne parle pas des individus, mais je parle de la façon de réfléchir des individus, la façon d'agir, la façon de se comporter des individus. Une personne qui hier a péché peut aujourd'hui se transformer en une personne de grande valeur et de qualité. Mais pourvu que la personne reconnaisse son péché, qu'elle puisse s'excuser sincèrement devant le Créateur, notre Dieu, et ensuite adopter un nouveau comportement qui va établir une ligne de démarcation entre ce qu'elle était hier et ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est le cas par exemple de l'apôtre Paul, qui autrefois était Saül, qui persécutait les chrétiens, qui après avoir rencontré le Seigneur a fondamentalement changé. Et c'est ce que nous voulons. Donc ceux qui hier ont tué le pays peuvent se reconvertir et devenir des acteurs de progrès. On leur tendra la main. Et ceux qui n'ont pas goûté à ces erreurs du passé, qui n'y pensent même pas, qu'ils trouvent dans ces erreurs du passé une opportunité de comprendre les faiblesses d'hier pour pouvoir se fortifier aujourd'hui et être capable donc de mener une série d'actions qui pourraient aider ce pays à aller de l'avant. Car nous avons tout pour décoller. Mais pourquoi est-ce que nous offrons le plus grand paradoxe du monde, à savoir pays potentiellement très riches ou extrêmement très riches et population extrêmement pauvre aussi? C'est pas correct. Vous imaginez que nous, en RDC par exemple, nous regorgeons 53% des sources d'eau douce d'Afrique. Les autres pays se partagent 47%.
Nous avons une pluviométrie très dense, mais nombreux sont ceux qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc nous sommes capables de produire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Est-ce qu'en RDC, on n'a pas suffisamment d'intelligence pour recueillir tout ce que nous avons comme eau et mettre ça à la disposition de la population après épuration et traitement? Je pense que ce sont des choses qui montrent qu'il y a un malaise. Alors, en vous écoutant parler, ça me fait penser à une phrase de Carl Gustav Jung qui aimait bien dire que réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi les gens jugent. Et quand on regarde la société congolaise d'aujourd'hui, au lieu de réfléchir, on porte sur le valeur de jugement. Ça veut dire celui-là, puisqu'il est passé, est dans le généralité. Est-ce que cela n'est pas un frein à cette nouvelle citoyenneté que vous voulez? Parce que le Congolais aujourd'hui nage presque dans la politique d'exclusion ou de chasse à l'homme. Oui, en fait, d'abord, il y a un problème de la réflexion. Je me rappelle, il y a quelques années passées, lorsque je venais de finir mes études, j'étais en train de lire directement après un bouquin d'économie. Et il y a un ami qui m'a dit, mais tu viens de finir tes études d'université, tu peux prendre un temps de repos. Je dis non, mais je prends le temps de lire. Il m'a dit, mais tu risques de devenir fou à force de lire. J'ai cherché dans la Bible s'il y avait un passage qui disait qu'en lisant trop, on peut devenir fou. On deviendrait fou. J'ai pas trouvé. Bah, vous avez cherché au mauvais endroit. Peut-être fallait chercher dans la Constitution. Bon, la Constitution n'a pas de vraie valeur si elle pêche par rapport à la Constitution fondamentale qui est la Bible. Parce qu'on sait que dans la Bible, c'est le genre de dispositions qui risquent de ne pas avoir lieu. Parce que la Bible dit prier sans cesse, tout c'est sans cesse. Oui, le travail c'est aussi une forme de prière. Exactement. Oui, bon, c'est parce que les gens n'arrivent pas à bien lire et à bien comprendre. Des fois, pour bien comprendre certaines choses, il faut être capable de comprendre les mots que les gens utilisent pour exprimer leurs idées et voir même étymologiquement que veulent dire les mots et pourquoi les auteurs les utilisent. C'est à ce niveau-là qu'on aide à comprendre. Donc en fait, c'est pour dire que chez nous, il y a un problème. L'homme congolais n'aime pas la connaissance. Or, ce qui fait même la grandeur de Dieu, c'est la connaissance. Ça va? Donc, il nous faut amener le Congolais à la connaissance. Lire d'abord pour apprendre des notions basiques, les théories. Lire aussi pour apprendre des expériences vécues ici et là. Et savoir ensuite utiliser ces éléments de la lecture pour comprendre comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que la société évolue, et être capable d'utiliser ces éléments de connaissance pour transformer. C'est à ce niveau-là que ça dérange. Moi, j'étais dérangé. J'étais à Mbujimaï pour donner cours. Et j'ai enseigné, les étudiants étaient satisfaits et ils ont applaudi. Mais un étudiant m'a demandé, Monsieur Alex, nous sommes tous flattés par votre façon d'enseigner. Mais cependant, comment se fait-il que dans ce pays, nous ayons des personnes comme vous, professeur Kabouya, il y a cité quelques professeurs de renom, mais le pays n'arrive pas à décoller. Et ça m'a touché au plus profond de moi. Et j'ai compris que l'intelligence ne doit pas s'arrêter qu'à être capable d'expliquer les théories économiques, mais aussi capable d'utiliser ces théories économiques pour pouvoir transformer la collectivité, la société. C'est à ce niveau-là que j'ai compris que mes ambitions, que j'ai toujours nourries, de voir ce qu'on va changer et de travailler pour que ce qu'on change sont nobles et je ne peux pas reculer. Et donc pour moi, c'est au-delà d'une ambition, c'est comme une intime conviction et même évidence qu'il faut que j'agisse pour l'intérêt de ce pays. Et c'est à ce titre que je fais un effort pour prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle République démocratique du Congo. D'ailleurs, je veux vous retenir sur cet aspect-là, quand vous parlez de la question de le Congolais n'aime pas la connaissance. Mais enfin, quand on regarde le Congo, il y a beaucoup. Les diplômes, c'est pas à chercher. Les connaissances, visiblement, certains vous diraient qu'il y en a plein. Autant que vous et tout le nom dont l'étudiant a cité, moi je peux compléter sa liste. Mais quand est-ce que le problème intervient? Parce que, est-ce que vous parlez de la grande masse? C'est vrai, on sait que le taux de scolarité peut être faible, mais le Congo, dans son sommet, ne manque pas de sagesse, ne manque pas d'intelligence. Il suffit également de regarder au travers le monde. Presque dans chaque pays, il y a au moins un Congolais qui se distingue. Mais quand est-ce que cette intelligence, quand est-ce que cette capacité intellectuelle nous joue de tour? Parce qu'on en a, mais malheureusement, on ne sait pas en profiter, autant bien évidemment que nos richesses et nos potentialités. On m'a appris que la réussite a un prix. Okay. Je me traite durement. Je me prive de beaucoup de choses pour être ce que je suis. La nuit, pendant que nombreux ferment les yeux pour dormir, moi je suis devant mon ordinateur en train de travailler. Je passe mon temps à lire. Et ce que j'arrive à apprendre, je l'intègre dans mon vécu quotidien. Si bien que dans certains milieux, certains me traitent de méchant, de rigoureux.
ou de trop rigoureux, mais c'est ça le prix. En fait, la rigueur, la discipline font le progrès aussi. Chez nous, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais comment est-ce que nous organisons notre système éducatif? Et des fois, on distribue les diplômes. Il y a de ces étudiants qui défendent leur mémoire, ils sont incapables de répondre aux questions leur posées. Mais que dire ceux qui ont fait Paris-Sorbonne? Ils sont pleins ici. Paris-Sorbonne, Columbia aux États-Unis, ils sont pleins. Plein, bon, en fait, oui, il y a une chose. Je parle d'abord de ceux qui sont ici. D'accord. Il y a un malaise au niveau de notre système éducatif. Et les gens n'ont pas la culture de réussir par le travail. Aujourd'hui, la majeure partie des personnes cherchent à réussir par la loi de moindre effort. Mais c'est pas ça. Quand quelqu'un est habitué à la légèreté, ça devient une valeur. Et ça le suit partout où il va. Mais si on apprend à quelqu'un que réussir à un prix, ça demande des sacrifices, c'est à ce moment-là que la personne deviendra grande. Parce que partout où elle ira, elle fera de son mieux pour que le travail abattu, réalisé, soit un travail excellent qui puisse lui ouvrir les portes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et les antivaleurs naissent justement à ce niveau-là. Parce que le clientélisme, le népotisme s'installent ou s'inscrivent dans ce cadre-là. Il y a certes certains Congolais qui se distinguent, qui viennent de l'étranger, mais qui n'arrivent pas aussi à donner le meilleur d'eux parce que le système justement est pourri. Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des choses et que vous apportez une lumière, eh bien ces personnes vont vous prendre comme un ennemi, un adversaire, et du coup, elles vont vous mettre le bâton dans les roues ou encore chercher à vous créer un ensemble de problèmes pour que vous puissiez pas évoluer. Ça, c'est un élément qui joue. Et je pense que fondamentalement, le problème, c'est un problème de leadership. Il faut donc que l'on comprenne que c'est avec l'intelligence que l'on bâtit les grandes choses. Et ceux qui dirigent ou les décideurs du pays devraient donc utiliser ces valeurs de connaissance pour pouvoir aider la société à se transformer et à avancer. Si aujourd'hui, au niveau du secteur public, la désignation des acteurs se fait en fonction des backgrounds, des compétences et de l'éthique, je pense que beaucoup vont changer d'attitude et de comportement. Et cette transformation va impacter sur l'ensemble de la collectivité. Parce que maintenant, je peux montrer au contact que si je dois réussir, il faut que je fasse ça, 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 ça. Je ne le fais pas, je suis exclu. Et donc, même ce qu'on chante là, chez Guichin Selo Pamba, ce sont des mauvaises chansons parce que ce sont des mauvais messages, des mauvais vecteurs. L'esprit qui nous... Oui. Il faut amener les gens à comprendre les valeurs du travail. Voilà. Sur la question des entreprises publiques, on y reviendra. Mais puisque vous en parlez, on va entrer dans le bain. Est-ce que ce n'est pas justement cette faiblesse au niveau de la réflexion, j'ai presque envie de dire comme Maurice Kamto, cette misère intellectuelle qui fait que sur le plan économique, nous ne décollons pas parce que, il faut dire vrai, nous faisons du mimétisme en fait. Et puis, la plupart de stratégies ne sont pas adaptées au contexte de la République. C'est ce que, apparemment, moi j'ai fait comme constat et que sur le plan économique, nous broyons du noir parce que il y a une forme de carence de réflexion pour pouvoir proposer des modèles adaptés aux besoins de Congolais. Effectivement, il y a ce problème-là et il y a des gens qui n'aiment pas justement l'innovation, le progrès dans la réflexion. Ce sont ces conservateurs qui sont en fait des vecteurs de contre-performance. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut sortir des sentiers battus et réfléchir. Et réfléchir et réfléchir et proposer. Là, je l'ai dit encore une fois à la télévision. Je dis, ce qui fait la force d'un homme, c'est aussi les éléments qui font cette démarcation par rapport aux autres. Et en économie, lorsque nous parlons par exemple, de la concurrence monopolistique, nous disons qu'il faut, pour être fort sur un marché, arriver à se démarquer et en faire la différenciation par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, est-ce que la RDC n'a pas des éléments qui pourraient lui permettre de faire la différence au niveau régional, par exemple? Mais quand vous regardez la carte de l'Afrique, la carte physique de l'Afrique, sur les 15-20 dernières années, vous avez remarqué que le désert du Sahara, ainsi que celui du Kalahari, ils sont en train de se déplacer, n'est-ce pas, de s'élargir. Il se suppose que plus on avance dans le temps, plus c'est les pays qui font face à la sécheresse. Et la RDC regorge à elle seule 53% des sources d'eau douce. Donc il y a un élément de potentialité que la RDC a. Et moi, je suis ceux qui pensent qu'on devrait donc utiliser cet élément-là pour pouvoir bâtir un nouveau modèle économique. Une économie bleue qui mettrait en valeur les ressources en eau et tout ce qui va avec les ressources aquatiques, les plantes, les algues qu'on trouve par exemple dans l'eau. Ce sont des éléments. Si aujourd'hui, par exemple, on commençait à recueillir les eaux de pluie, les traiter et ensuite les exporter vers certains pays de l'Afrique qui ont des besoins, ne pensez pas qu'on pourrait devenir très important pour la région
avoir... Il faut dire vrai que la culture entrepreneuriale n'existe même pas au niveau du sommet. Bon, il faut la créer. Enfin, le problème, ce n'est pas une fatalité. Si hier, il n'y avait pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir ça. Mais il faut justement être capable de comprendre et voir. C'est pour ça que je dis souvent, l'erreur est aussi positive. De le sens que quand on commet une erreur et qu'on la appréhende très bien, on sait s'amender et on sait justement utiliser cette connaissance négative pour positiver dans les jours qui viennent. Mais tout dépend de votre état d'esprit. Comment est-ce que vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un est expérimenté dans la vie, ça suppose quoi? Qu'il a rencontré plusieurs choses dans la vie, des expériences aussi positives comme négatives, et toutes ces expériences mises ensemble lui permettent justement d'avoir un autre regard et savoir jouer dans le jeu par la suite. Donc je reviens un peu, donc, ce que je dis par rapport à l'eau. Il est possible de bâtir une économie bleue, forte, qui pourrait nous donner plus de ressources. Et là même, je ne parle même pas d'utiliser les sources d'eau douce. Mais imaginez un peu si on recueille les eaux de pluie. Il y aura tout un programme d'investissement parce qu'il faut construire des citernes ici, là, investissement public. L'eau qui est recueillie sera traitée. C'est un travail qu'on crée. Et cette eau sera ensuite exportée. Il faut construire des pipelines. Et du coup, on va exporter de l'eau. Ça rapporte de l'argent au pays. Et le chef d'État congolais devient un acteur stratégique dans la mesure où les pays de la région, ceux qui reçoivent surtout l'eau de la RDC, avant de prendre une quelconque position sur une question continentale ou mondiale, cherchant à savoir que dit le président de la RDC à ce sujet. Et c'est ça la force du président Poutine. Il arrive à tenir l'Europe justement parce qu'il leur offre le gaz. Donc ça c'est un élément de réflexion. Mais qu'est-ce qu'on a pensé comme ressources au niveau de notre économie verte? Nos forêts. On fait du bénévolat, ça faut dire. Oui. J'ai suivi une émission à la télévision où certains chercheurs sont venus chercher ici en Afrique certains types de serpents et qu'on a retrouvés particulièrement en RDC pour produire des médicaments contre certains cancers. Ça se trouve ici en RDC. Chez nous, quand on voit un serpent, on voit le diable, on voit la sorcellerie, mais le venin qu'on trouve dans un serpent peut servir. Donc il y a un problème de culture. Il faut s'élever, il faut chercher à regarder autrement le monde. Une fois, je disais que les tradis praticiens peuvent devenir des grands acteurs pour notre industrie pharmaceutique. Certains m'ont critiqué, mais après, d'autres ont compris. J'ai été en province, j'ai parcouru la République. J'ai vu comment est-ce que certaines maladies sont soignées par nos plantes médicinales. Non, si on engage aujourd'hui les fonds dans la recherche et que l'on part de ce qu'on a comme connaissance au niveau de la médecine traditionnelle, je pense qu'on peut faire fureur. La Chine, l'Inde, et c'est quoi? C'est la médecine traditionnelle qu'ils ont eu à moderniser. Justement parce qu'ils ont investi, ils ont cherché à apporter une dose de réflexion, de rigueur, de discipline. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont sollicités par rapport à ça. Voilà, puisque vous parlez de ces projets, quand on se rend compte du mode de gestion des entreprises du portefeuille, la gestion, vous l'avez décrit autant que moi. Mais quand vous parlez de ces projets aussi ambitieux et aussi importants, surtout pour le pays riverain qui, certains ont un sérieux problème en termes d'eau potable, pourquoi n'est pas, dans le sens privé, initier ces projets lorsqu'on sait que dans le rôle étatique, c'est difficile de pouvoir maintenir ces genres de projets? Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse qui rend peu crédible l'État congolais auprès de bailleurs de fonds? Mais effectivement, l'État doit créer un cadre pour promouvoir l'esprit d'entreprise et aussi promouvoir l'entrepreneuriat national. On parle de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, mais combien d'entreprises il y a là-bas? Et quels sont les vrais propriétaires des capitaux là-bas? Est-ce qu'il y a 50% de Congolais qui relèvent du patrimoine congolais dans la FEC ou ce sont des entreprises étrangères, les banques ici, même? C'est un élément de fragilité. Pourquoi? Parce que ces hommes d'affaires étrangers font leur business ici et rapatrient les surplus chez eux. Et même dans notre mode de relation de l'économie, il faut qu'il y ait un changement. Parce que certains amènent des produits finis ici pour les vendre et une fois qu'on a le produit, on ramène là-bas. Alors que si on invitait ces entreprises à transformer localement, on créerait plus de richesses dans le pays, plus d'emplois et plus de valeur. Donc on donnerait même à l'État plus de moyens. Et donc c'est un élément qui ferait le progrès. D'accord. Imaginez un peu une entreprise qui va vendre du lait s'installer en RDC. Ça suppose qu'il faudrait trouver des fermiers qui vont vendre le lait. Ce sont les débouchés qu'on est en train de créer pour les fermiers. Une fois qu'on a le lait, il faut le traiter pour avoir le lait consommable. Donc il y a une activité qui s'inscrit là-bas. Il faut mettre le lait en condition, emballage, tout ça.
et ensuite commercialisé. Donc la chaîne des valeurs s'élargit. Et là, nous créons plus d'emplois. Et là, on bâtit vraiment un modèle économique fort. Mais comme nous avons une économie qui ne reçoit que des produits finis pour la commercialisation, ben c'est un modèle fragile. Mais vous parlez de cette question-là, de la notion de l'entrepreneuriat et du soutien de l'État. Mais il existe ici de banques commerciales, généralement de droit étranger. Mais quand on a un pays où il y a presque absence d'épargne, comment soutenir les initiatives privées? Non, c'est vrai qu'il y a un problème. La pauvreté a atteint un niveau très important dans ce pays. Mais il ne faudrait pas prendre ça comme une fatalité. Il faudrait mettre en place des programmes justement pour pouvoir redresser la barre. Mais quelle est la solution? À un certain moment, on a pensé que l'État voulait transformer la plupart de ses fonds de promotion en des banques d'investissement. On pensait que c'était la solution. La suite a été catastrophique avec le FPI, particulièrement. Non, catastrophique, je ne pense pas. Ils n'ont financé aucun projet viable jusqu'à aujourd'hui. Non, justement, c'est à ce niveau-là que nous, les politiciens, nous pêchons. Parce que, justement, quand vous lisez dans la presse, il y a eu des documents qui font état des fonds que les politiques ont eu à prendre ou pour lesquels les politiques ont eu à donner des garanties, mais qui, en réalité, n'ont pas servi à financer l'industrie. On parle de fonds de promotion de l'industrie, mais on donne l'argent gagné pour financer le commerce. Mais déjà, dans l'esprit, il y a un problème. Et quand vous rentrez derrière, ce sont les personnes qui sont censées donner des orientations politiques claires sur la marche du pays qui font des choses pareilles. Ça ne va pas. Donc il faut qu'il y ait cette discipline. Il faudrait que quand quelqu'un se retrouve en fonction, il dise que oui, je suis là pour servir la cause du Congo. Et donc j'ai l'obligation de respecter la Constitution, les lois de la République et tout ce qui va avec. Mais lorsque les gens se comportent comme des gangsters ou des hors-la-loi, alors qu'ils ont l'obligation de faire respecter la loi, là il y a un problème. Et c'est ce qui est à la base. Donc, moi, je pense que le problème du Congo est d'abord un problème de leadership et de gouvernance. Comment est-ce que l'on pense l'avenir du pays et comment est-ce qu'on peut amener les gens à voir autrement et faire les choses autrement pour que les choses aillent d'avant pour l'intérêt du peuple. Parce que si aujourd'hui on relance l'économie et qu'on arrive à mettre en place un système de répartition plus équitable des revenus, ça va permettre à ce qu'on puisse se relever progressivement au niveau des vies. Et avec des actions menées ici et là par l'État. Parce que quand l'économie tourne, ça suppose que l'État aura plus de moyens. Et si les choix budgétaires sont rationalisés, l'État peut être capable aussi d'être un vecteur de progrès appuyé. Il y a un économiste du nom de Robert Barrault qui a montré dans les années 90 que les dépenses de l'État peuvent aussi jouer un rôle important dans la dynamique de l'économie. Mais tout dépend maintenant des choix que l'on opère. Lorsqu'on a un peu de moyens, qu'est-ce que nous faisons de ces moyens? Est-ce qu'on investit suffisamment? Est-ce que les choix sont orientés vers les secteurs prioritaires ou on le fait en fonction des intérêts politiques sans tenir compte des besoins réels du peuple et de la nation? Ce sont des questions qui demandent d'être prises en charge. Et si on arrive à répondre de manière sérieuse et responsable à toutes ces questions, on peut donc créer une nouvelle dynamique de progrès. Et c'est avec cette dynamique de progrès que l'on peut justement faire que l'économie puisse reprendre de plus belle. Et si l'économie reprend avec un mécanisme d'accumulation, on va avancer. Puisque vous avez touché cette question, je vais poser une question un peu plus précise. Que diriez-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo particulièrement, est dans un cercle vicieux, où la plupart de ces recettes servent à des charges fixes, c'est-à-dire le paiement des fonctionnaires, le fonctionnement des institutions. Du coup, on n'a pas le moyen de se construire un capital productif pour pouvoir se lancer dans le projet de développement. Ce qui fait que même les aides qui arrivent de l'extérieur n'arrivent pas à compenser parce que l'implication de l'État est faible. Est-ce une raison valable? Il y a beaucoup de choses en fait. Vous savez, les économies développées se fondent sur certains acteurs importants ou certaines grandes familles. Mais chez nous ici, on n'est pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la justice a failli depuis longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des procès... Vous voulez dire que la justice a paupérisé de familles, de puissantes familles économiques? Non, la justice n'a pas joué certains de ses rôles, alors qu'il fallait qu'elle joue ses rôles pour que l'on puisse préserver le processus d'acquisition de capital. Je vous donne un exemple. Je travaille aujourd'hui et j'arrive à bâtir une fortune de 100 millions de dollars américains. À ma mort, au lieu que mes enfants reprennent ça pour continuer mon œuvre et passer de 100 millions à 300, 500 millions, ma famille vient ravir à mes enfants, après ma mort, ce que j'ai eu à bâtir. Alors que la loi dit que ce que le défunt laisse, c'est pour la veuve. Et ce n'est pas un problème d'ignorance de texte par le les textes sont clairs, qui ne sait pas? Mais pourquoi est-ce que juste... Qui sait exactement où frapper? Est-ce n'est-ce pas aussi la question de remettre lieu de remettre en question le travail de magistrat? Il y a toujours eu un ministre de la Justice dans ce pays, à moins que je sois mal informé.
qui est muselé, qui n'a droit à rien. C'est justement, on dit, c'est lui qui assure la politique pénale de l'État, l'interface directe de la population, mais c'est d'ailleurs l'objet l'élément qui a fait débat aujourd'hui avec le loi Minaku et Sakata. Oui, non, en fait, il faut que l'on puisse agir. Les textes sont clairs, l'héritage va vers tel, c'est une mauvaise pratique, il faut la combattre. Ce sont des signaux. Si on commence à combattre ces petites choses-là, on va donner un signal et ça va amener les gens à changer de comportement. Et comme j'ai dit, il faut que le système judiciaire soit à une seule vitesse pour tous et pas à deux vitesses. Parce que Mike est proche d'eux, on ne le juge pas. Parce que tel est contre telle idée, il faut l'arrêter. Non, il faut que l'on puisse revoir cette façon de faire. Il faudrait qu'on puisse avoir une autre orientation pour mieux gérer la justice. Et c'est un élément qui va concourir à l'acquisition du capital. Donc ça, c'est un élément que je voulais soulever. Vous avez évoqué cette question aussi de l'État qui a trop de charges. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 5 000 $ payés par l'État, mais lorsqu'il se retrouve dans un bureau d'assemblée ou de droit, il y a des primes de plus de 10 000. Comment est-ce qu'une prime peut dépasser ce de la personne? Ça, c'est devenu une règle en RDC. Les primes sont souvent plus que le salaire. Justement, c'est un problème. Il faut faire des réformes à ce niveau-là. C'est un problème. Il y a plusieurs réformes à engager du point de vue de la rémunération. Mais il y a aussi des réformes à engager au niveau de la fonction publique, de l'administration publique. Il y a une réforme. À un moment donné, la réforme a semblé donner quelques résultats, mais le politique congolais ne se comporte pas très bien. Lorsqu'il fallait changer de gouvernement là, certains politiques ont engagé ou recruté des gens dans la fonction publique, alors que c'était même arrêté parce qu'on était dans une phase de mise en retraite progressive des personnes en âge d'aller en retraite. Parce que c'est un coût important. Oui. Mais ils l'ont fait. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Le projet PRAP n'a pas fini. 69-70% des dépenses effectuées par le Trésor vont vers les rémunérations. L'épargne ne représente même pas 3% des dépenses totales de l'État. Mais avec ça, comment peut-on... Mais si on arrivait à faire avec beaucoup de sérieux cette réforme de l'administration publique, je pense qu'on pourrait progressivement changer les choses au niveau, par exemple, de la prise en charge des rémunérations. Si on continuait avec les réformes des finances publiques et qu'on imprimait de la rigueur et la discipline au niveau de la gestion des finances publiques, on pourrait mieux collecter les recettes de l'État, rationaliser les choix et rendre donc les dépenses publiques efficaces. Et jouer aussi sur les équilibres interprovinciaux et donc aller vers un modèle équitable. Mais on ne le fait pas aujourd'hui. Quand vous regardez même les allocations, elles posent problème. Quand vous regardez la manière dont les sommes d'argent sont mises à disposition des provinces, il y a un problème. Quand ça va en province, les méthodes de gestion posent problème. Les mécanismes avec lesquels les marchés publics sont passés posent problème. Et au niveau central, mais tout ça, mais on est dans un monde de faiblesse sur faiblesse et ça demande des réformes. Il faut être dur pour changer. Le jour où on va commencer à appliquer les lois de manière stricte, certains vont au départ dire qu'on a restauré la dictature en RDC. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On sera plus dans une phase de redressement de l'homme congolais. Une fois j'ai enseigné, il y a une de mes étudiantes qui m'a dit « Non, monsieur, pourquoi on paye les impôts ?» Je dis « Mais on paye les impôts parce qu'on attend de l'État quelque chose. » « Oh non, on va payer les impôts. » Je lui ai dit « Mais allez en Amérique, demandez si les gens ne paient pas l'impôt. Allez en Europe, demandez. Dans tous ces pays, les gens payent l'impôt. C'est avec ça que l'État fonctionne. Mais la différence entre nous et ces pays, c'est que chez nous, l'argent collecté est souvent mal géré. Alors que là-bas, on a peur de jouer avec les deniers publics. La culture de l'homme de l'État est différente. Les gens ont peur, même des fonctions publiques. Il y a des gens qui ont démissionné parce qu'on lui a demandé de prendre des frais d'installation de 5 000, il a pris 6 000, un dépassement de 1 000. Et quand on fait un rapport, on établit qu'il y a eu un dépassement de 1 000 € juste, la personne est appelée à démissionner. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les gens qui prennent des centaines de millions, qui ne démissionnent pas, mais bien au contraire, ils sont à la une des musiciens. On va lire entre les lignes. Alors, j'avais une question, mais pour garder le filon, je vais la poser après. Puisque dans le projet Nouvelle République démocratique du Congo, vous revenez souvent sur la question de l'industrialisation, parce que c'est l'élément essentiel pour créer des richesses et justement apporter également la plus-value, notamment en ce qui concerne sa chaîne de dépenses, qui favorise l'éclosion même de cette classe moyenne. Mais
quelle est la méthodologie? Comment pouvoir appliquer cela lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo, on a un sérieux problème sur le plan technique simplement? Comment reconnaître un partenaire sérieux pour pouvoir le faire, dans la mesure aussi notre situation plaît généralement aux autres partenaires qui en profitent plus? Bon, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des Congolais intelligents, il y a des Congolais capables. Et ils peuvent faire les choses, mais on ne leur donne pas l'occasion justement de faire des grandes choses. Si on arrivait à identifier les meilleurs et qu'on les mettait en action, je pense qu'on pourrait profiter de cela. Donc il faut qu'il y ait un changement de paradigme dans notre façon de regarder et de faire nos choix pour avancer. Donc ce n'est pas totalement un point d'incapacité. Oui, il y a beaucoup de gens qui font des faiblesses, même s'ils sont passés par l'école de faiblesse, on peut les recycler et les rattraper. Ça, c'est jouable. Mais il faudrait que l'on puisse quand même avoir en tête qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on puisse justement engager le pays sur la voie du progrès. Et si telle est l'action que l'on mène, eh bien, on peut donc avoir des éléments sur lesquels on peut se fonder pour effectuer cette transformation de l'économie. Mais bâtir une industrie en RDC, nous pouvons le faire parce que les potentialités sont là. Mais comment est-ce qu'on... Quelle approche pour pouvoir y arriver? Bon, d'abord, moi, je l'ai toujours dit, la RDC, c'est un pays-continent. Vu la dimension du pays, il faut donc bâtir le modèle de développement de la RDC avec des régions de développement, des espaces. Et à l'époque, quand on élaborait le plan... Une vraie décentralisation économique, si vous voulez. J'ai parlé des points lumineux de développement comme étant des régions de développement autour desquelles on va construire un paquet d'infrastructures qui servira de support au développement de l'économie, c'est-à-dire à la mise en valeur des potentialités économiques de chaque province, et également au développement social, parce qu'il y aura des infrastructures sociales aussi, écoles, hôpitaux, qui vont servir, infrastructures de transport pour permettre la circulation des personnes et des biens, des infrastructures énergétiques qui vont permettre à ceux qui veulent investir de pouvoir trouver tous les inputs nécessaires dans la production et la transformation des produits de la nature. Et avec ça, donc, on peut bâtir une économie forte. Et l'industrie peut se mettre en place si on a une vision et si on accorde aussi quelques facilités pour que la chose se mette en place. Dans certains pays, les industries se mettent en place avec le concours de l'État. Il y a des industries qui demandent plusieurs années pour se transformer et arriver à donner de bons résultats. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut qu'il y ait un accompagnement. Et c'est l'État qui, justement, assiste l'accompagnement. D'où il faudrait que l'État puisse avoir une vision en termes d'orientation, avoir un plan directeur d'industrialisation et que ce plan soit mis en œuvre par tous les acteurs, en partant du chef d'État lui-même, ensuite en descendant au niveau des chambres du Parlement et après l'exécutif. Parce que des fois, chez nous ici, il arrive que l'action du gouvernement soit bloquée parce que le Parlement prend en retard certaines lois. Ou ne pas d'accord, c'est ça la démocratie. Oui. Non, non, des fois, c'est même pas ça. Parce qu'il ne faut pas être contre quelque chose pour le plaisir d'être contre. Il faut être contre parce qu'on est capable d'établir que cette chose n'est pas correcte et on va le faire parce que ça va à l'encontre des intérêts du peuple. Mais quand ce n'est pas le cas et qu'on le fait, là, il y a un problème. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas été faites dans ce pays, pas parce qu'elles n'allaient pas profiter au pays, mais parce que juste, on a regardé des intérêts particuliers. Ou encore, celui qui a initié la loi ou le projet a une tête qui ne me plaît pas, alors je me pose et j'embarque. On juge les gens au lieu de comprendre. Non, il faut regarder ce qui importe pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, je peux ne pas aimer Mike, mais Mike dit que 1 plus 1 égale 1, j'accepte. C'est ça le fait, c'est ce qu'il faut au niveau de la politique. Si aujourd'hui le président Tshisekedi dit 1 plus 1 égale 2, que les gens de la Mouka soient contre lui ou pas, 1 plus 1 égale 2, c'est ça. Si FCC est contre lui, entre guillemets, je ne sais pas, mais quand il dit 1 plus 1 égale 2, il faut dire que oui, il a dit vrai, parce que c'est ça la réalité. Et de même si aujourd'hui, le sénateur Kabila dit 1 plus 1 égale 2, eh bien, il ne faut pas regarder la tête de Kabila, mais il faut regarder ce qu'il dit. Parce qu'il faut juger les gens par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc on n'est pas factuel, en fait. Oui, et des fois, on accorde aux gens certaines choses qui ne sont pas forcément leur identité ou leur action. On les appelle par les erreurs commises. Oui. Des fois, ce sont des erreurs, on ne sait pas. On ne sait même pas. Des choses qu'on ne sait pas définir. On ne sait pas définir. Tu vois, là, encore, j'ai un exemple. On était dans un forum en train d'échanger sur une question d'acquisition des avions. Oh, voilà, on a créé comme Airways avec des avions anciens, tout ça, des avions d'occasion. Mais il faut aimer la connaissance. Mais l'Internet, aujourd'hui, nous donne l'occasion de nous renseigner. Mais il y a des grandes entreprises que nous connaissons, Ethiopian et autres, qui achètent des avions d'occasion.
qui ont déjà fait des années dans la profession, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui achètent des avions d'occasion. C'est le monde des affaires. Oui, et donc il faut faire attention. Et est-ce que l'achat d'un avion, ça se fait comme l'achat d'un véhicule ou d'une chemise? Non. Les avions, on les commande. Pour avoir un avion neuf, ça peut prendre 2, 3, voire 5 ans. Ça va. Et quand vous commencez une entreprise, vous commencez une entreprise aujourd'hui, vous allez attendre 3 ans, 5 ans pour avoir des avions et commencer. Alors que la compagnie est aérienne, parce qu'on fait le transport aérien, il faut avoir. Voilà un peu, donc il y a des débats des fois que les gens mènent sans comprendre les enjeux. Donc il faudrait donc qu'on fasse un effort pour pouvoir élever le débat et amener les gens à mieux réfléchir, à mieux comprendre. Et ce qui dérange vraiment, c'est que on n'arrive pas à regarder le monde autrement. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans la province, l'ancienne province d'Équateur, va dire, il fait chaud, hein, il fait chaud. Mais une personne intelligente va dire, non, s'il fait extrêmement chaud, c'est qu'il y a de l'énergie. Et comment capter cette énergie et l'utiliser? J'étais là à Bandaka une fois, il a plu abondamment. Quelques minutes après, le sol était sec. Et je suis descendu, j'étais avec un ami français. Effectivement, on a regardé, le sol était sec. Mais c'est quoi? C'est l'intensité des rayons solaires qui a fait ça. Qui en fait, oui. Mais c'est l'énergie. Et pourquoi on capte cette énergie-là pour utiliser ça dans la production, par exemple? C'est un élément. Mais on va juste dire, il fait chaud. Donc, on a fait un constat partiel. Alors qu'on aurait pu comprendre derrière ça qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour positiver? Alors, la question, c'est qu'avant de prendre la dernière question, la plupart des Congolais aujourd'hui veulent voir le changement. Le Congo a presque stagné. Il y a eu la question de la politique macroéconomique, vous le savez. À un certain moment, on a connu, excusez-moi, des périodes un peu plus belles avec Augustin Matata Ponyo, mais après, on se rend compte que le fondement posé autrefois sont presque mis en mal. Mais s'il faut aller dans le nouveau paradigme pour vous, quels sont les secteurs prioritaires? Comment l'aborder? Comment pouvoir le faire pour que justement, dans les années à venir, nous connaissions justement, ne serait-ce que les débuts de cette nouvelle République démocratique du Congo? Au niveau des finances publiques, on a eu à faire quelques réformes. Mais les réformes, il ne faut pas les arrêter à mi-chemin. Il faut prendre le courage d'aller jusqu'au bout du tunnel. Et c'est à ce moment-là que l'on aura de la lumière. Mais chez nous, ce qui dérange, c'est justement ça. C'est que les réformes, on les initie bien, mais on n'arrive pas à avancer avec les réformes. Et elles s'arrêtent à mi-chemin. Par exemple, on a institué la chaîne de la dépense. C'est une bonne chose, mais il faudrait l'approfondir et l'améliorer parce que malgré que la chaîne existe, il y a certaines opérations qui se font hors chaîne, et qui représentent une part importante des dépenses effectuées. Ce n'est pas correct. Quand vous parlez des dépenses, mais il faut savoir les financer et ça part de la recette. Est-ce qu'on a une chaîne de la recette publique en RDC? Mais il faut le faire. Les mécanismes par lesquels les choix budgétaires sont opérés, il faut les définir, il faut qu'il y ait des règles. On dit des règles, et une fois que les règles sont là, on fait un effort pour que tous les acteurs se rangent derrière ces règles. C'est ça, en fait. Les règles, il y en a pas? Ou malheureusement, c'est pas respecté? Il y a des règles qui font défaut jusque-là. Qui font défaut jusque-là. Oui, il y a des textes qui sont vieux, qui doivent être modernisés, changés. Et il y a aussi des personnes qui ne font pas un effort pour se ranger derrière ce que les règles disent. C'est le problème. Donc il faut qu'il y ait la discipline. Des fois, quand on dit qu'il faut entrer en programme avec le Fonds monétaire, mais c'est quoi? C'est que le Fonds assure une sorte de surveillance. Et ce n'est pas digne pour un pays. Pourquoi? Parce que... On expose nos faiblesses. Oui, en tant que personne responsable, il vous faut faire quoi? Il vous faut être capable de comprendre vous-même les défis de votre pays et prendre des mesures qui s'imposent pour aider votre pays à aller d'avant. Mais lorsqu'il faut que les bailleurs soient là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais quelque part, ça diminue, ça avilit votre personne. Et le gouvernement, donc, c'est une faiblesse. Il faut faire un effort que par nous-mêmes, on puisse aimer les réformes, les faire avec courage et avancer. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a pu avoir la stabilité macroéconomique dans ce pays. Au niveau de la politique monétaire, il y a des indicateurs, des exigences qu'il faut satisfaire. Il faut les satisfaire. Si on ne le fait pas, la situation sera fragile. Et c'est le problème. Aujourd'hui, on recourt aux avances de la Banque centrale, ce qui a été interdit. Parce qu'on sait que c'est un des facteurs à la base de l'inflation en RDC. Nous, on l'a fait. Après 2016, on a commencé à le faire. Donc, on est revenu à certaines pratiques d'autrefois. Mais aujourd'hui, il faut faire des efforts. Et ça suppose qu'il faut de la discipline au niveau des finances publiques, des efforts de collecte d'une part, une organisation des dépenses, des efforts pour éviter certaines dépenses intempestives ou non justifiées. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça demande une vision et de la discipline dans le chef des acteurs à tous les niveaux. D'accord. Vous avez parlé, vous avez approché une expression technologique dans le nouveau design économique.
avec cette nouvelle donne que la Covid-19. Quand vous le regardez, comment l'entrevoyez-vous, particulièrement pour la RDC qui déjà a beaucoup de retard dans sa gestion économique? Bon, cette question de la Covid demande une réflexion profonde. Moi, je pense que nous devons, nous aussi, mener la réflexion sur comment est-ce qu'on peut attaquer cette maladie de par nos connaissances, par notre culture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est vrai que c'est un pays africain proposé des produits qui n'ont pas encore au marché totalement, ou qui ont sur le marché qui aujourd'hui montrent de certaines limites. Mais il faut continuer. Ce n'est pas ça qui doit arrêter la recherche. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on a engagé les gens dans la recherche à fond? Parce que je pense que dans notre médecine traditionnelle, on peut trouver quelque chose, proposer. Et si on s'y prend avec ardeur, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose. C'est une vérité, c'est qu'on devra vivre avec le coronavirus. Mais cherchons alors à vivre avec, comme on vit avec la maladie aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. L'économie, certes, va changer de cours, mais si on arrive à trouver une réponse en termes de médicaments au coronavirus, là, la vie pourra reprendre son cours normal. Mais si ce n'est pas le cas, l'économie va changer de figure parce que déjà, avec les mesures d'isolement ou un déplacement limité, ben, ça va amener les gens à changer de comportement. Or, la circulation des personnes et des biens est un élément qui justifie le progrès des économies. Il y a ces activités qui vont être revue à la baisse, notamment le tourisme. Okay. Alors que les pays comme les Émirats arabes unis, principalement de ça. La Tunisie, l'Égypte, le Kenya, plusieurs pays, c'est le tourisme. Nous, on a un grand potentiel, malheureusement. On n'a rien à perdre dans ces Oui, rien à perdre parce qu'on n'a jamais mis en valeur oui. ce qu'on a à mettre en valeur. Autrefois, oui, il y a quelque chose, mais on peut faire mieux. Donc, c'est pour dire que la Covid va imposer une nouvelle dynamique au monde. Il faudrait qu'on s'adapte aussi. Donc, ça demande qu'on puisse justement réfléchir sur le nouveau modèle économique. Et je suis ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République devrait donc mener une réflexion profonde sur le programme de diversification de notre économie. Et le programme a proposé de tenir compte de plusieurs impératifs. Ils vous diront qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir appliquer cette politique aussi complexe. Non, quels moyens? Les moyens, on les trouve toujours quand on a des bonnes idées. Parce qu'il y a des gens qui ont des capitaux, qui dorment, qui cherchent où être utilisés. Mais tout dépend de ce que vous proposez et comment est-ce que vous le proposez. C'est ça la vraie difficulté. Et donc, je ne suis pas fataliste. Les Congolais ont développé une certaine phobie de la dette extérieure, ça vous le savez. Oui, l'endettement n'est pas un mal en soi, mais il faut savoir gérer à bon escient l'argent qu'on vous donne. On vous donne l'argent pour construire des routes, vous prenez l'argent pour commencer à faire des fêtes. Quand il sera le moment de rembourser, vous n'aurez pas dégagé un surplus. C'est tout à fait évident que ça puisse poser un problème. Mais si l'argent qui a été pris pour construire des routes est utilisé pour construire des routes et que les routes permettent de relancer l'économie, de collecter plus de ressources et de dégager un surplus pour rembourser, payer le service à dette et se désengager, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, on va finir par cette question. Puisque vous parlez de cette nouvelle République démocratique du Congo et vous mettez en avant-plan, le premier tard, c'est un problème de leadership, donc un problème de l'homme congolais. Quel est le levier sur lequel doit se poser justement cette action pour que ces changements arrivent, pour qu'après, comme étant la conséquence de toute chose, qu'on revive une situation améliorée dans ce secteur particulièrement économique et les autres aspects de la République? La justice. La justice. Feu Alain Moloto l'a dit, la justice élève une nation. Pour endiguer certains comportements, il faut que la justice puisse faire son travail. Il faut laisser la justice travailler. Chacun d'entre nous doit savoir se comporter de manière correcte et digne. Lorsque on faute, la justice nous reprend. Okay. Et on rend le compte, et c'est à ce prix que les gens vont commencer à s'ajuster. Et j'aime bien, vous connaissez Carlito. Carlito Lassa, oui. Lassa, oui. Il a, dans une chanson, dit que c'est après incarcération que l'on connaît la vraie valeur de la liberté. Et donc, si les gens voient leur père être sanctionné à cause d'une chose, les gens auront peur de faire cette chose et ça va nous amener à un comportement correct. Et si les gens adoptent des comportements corrects, ce sera déjà un point de départ. Et si les gens
à deux environnements corrects qui se posent dans tous les domaines, même en matière de choix des animateurs, des institutions, en matière d'élection. Ça fera que même ceux qui vont vouloir avoir des mandats publics, ils vont se corriger, ils vont faire un effort pour aussi imprimer un nouveau mode de gouvernance. Et j'ai même dit ceci dans une des publications, la lutte contre la pauvreté sera effective ou efficace en RDC le jour où on décidera que les rémunérations des décideurs seront indexées au niveau de vie de la population. Le niveau de vie de la population étant faible, on paye aussi des rémunérations faibles, des primes très faibles, compatibles au niveau de la population. Comme ça, si vous voulez gagner plus, ben, il faut que le niveau de vie s'améliore. Et comme ça, ce sera un élément, un stimulus. Parce qu'en fait, certaines personnes dans les pays développés, au niveau des fonctions publiques, arrivent à réaliser des grandes choses parce qu'il y a des contrats de performance. Bon, peut-être enfin, j'avais produit un document à l'époque dans lequel je parle d'une gestion axée aux résultats. Et j'ai parlé aisément qu'il faudrait mettre en place pour aider justement l'actuel gouvernement à aller de l'avant. Avoir une vision, un plan de développement. Le président de la République a, à partir de cette vision et ce plan, une matrice de gouvernance qui lui donne les grands axes de ce qu'il a comme vision par rapport à son mandat. Le programme de gouvernement découle de là. Et de ce programme de gouvernement, on assigne à tous les ministres des lettres de mission. Que chaque ministre sache qu'il faut faire ou ce qu'on attend de lui. C'est une sorte de contrat de performance en quelque sorte. Et chaque ministre, maintenant, pour arriver à répondre aux impératifs de sa lettre de mission, fait quoi? A un plan de travail annuel budgétisé. Et il y a des systèmes de réunion d'évaluation. Chaque ministre fait une évaluation mensuelle avec ses collaborateurs ou les services qui dépendent de lui pour savoir comment est-ce que le secteur évolue. Chaque 2 mois, les ministres sont évalués par le Premier ministre. Chaque 3 mois, le président fait l'état avec le Premier ministre l'état d'avancement de l'action gouvernementale. Et tout ce qui est mis là en évidence comme outil, lettre de mission, plan de travail, c'est adossé au budget de l'État, au plan d'engagement budgétaire et au plan de trésorerie. Comme ça, on fait un effort pour que ce qui est conçu comme action, roulé comme politique, est pris en charge par les finances publiques. Parce qu'on peut avoir des bonnes orientations, mais quand les moyens font défaut, on ne peut pas aussi aboutir aux résultats. Il faut faire un bon matching entre les deux pour s'assurer l'efficacité de l'action gouvernementale. J'ai produit ce document, je pourrais même vous le partager. C'est intéressant. Et peut-être si on aura l'occasion de se retrouver ici, rien que ça, je vais parler de ça. Et vous allez voir qu'il est possible d'avoir un mode de gouvernance efficace en RDC. Voilà. Envoie-le-nous, on va parler, mais il y a quand même une question importante, j'aimerais bien le poser en ces 30 secondes qui nous restent. Oui. Vous avez parlé également de la justice comme le levier pour pouvoir atteindre le nouvel homme, de surcroît, favoriser une bonne gestion de la chose publique. Mais récemment, le chef de l'État vient d'annuler une disposition de la loi qui limitait le pouvoir de l'inspection générale de finances, dont le contrôle de la chaîne des dépenses et l'exécutif, en estimant que c'est... Bon, en fait, l'ancien législateur pensait que c'était de l'exclusivité du Parlement, de quel le gouvernement répond. Mais est-ce que quand on a un type de Congolais aussi qui refuse de comprendre et qui met à juger, on ne doit pas craindre dans cette cacophonie le risque de déranger ou d'empiéter au bon déroulement ou l'applicabilité de la politique du pouvoir exécutif? Effectivement, ce sont des choix que les acteurs opèrent et ils ont raison, mais je pense qu'il faudrait laisser les inspecteurs faire leur travail. Parce que ce qui a souvent dérangé... Ils ne vont pas faire le travail du Parlement? Le Parlement... Qui est le seul responsable de l'action gouvernementale, de qui le pouvoir exécutif? Non, en fait, moi je pense qu'il y a un niveau politique et un niveau technique. Okay. Les députés sont élus. Certains députés, excusez-moi, mais n'ont peut-être pas fait l'université, mais parce qu'ayant une forte adhésion populaire dans un point de la République, ils ont des voix, ils arrivent au Parlement, mais ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses qui ont trait à la gestion des finances. Les commissions existent. Quand on parle d'un inspecteur des finances, c'est une personne qui a étudié la question et qui sait établir que oui, ici, telle pièce comptable pose problème, telle opération n'est pas justifiée. Ils sont des techniciens, en fait. Donc il y a un contrôle au niveau politique, mais aussi d'avoir un contrôle au niveau technique. Et il faudrait voir maintenant comment établir une sorte de symbiose entre les différents acteurs, mais pourvu qu'on puisse aider le pays à avoir un système efficient et qui permet de contrôler et de proposer... Voilà, ça sera le mot de la fin, Alexandre Choué. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant
de l'économie à l'UPC, macroéconomiste, et vous avez également travaillé avec, dans la primature particulièrement et d'autres structures en tant que conseiller en économie. C'est un plaisir de vous avoir et on espère qu'on verra sitôt avant notre mort la nouvelle République démocratique du Congo. Je crois que dans les 5-10 ans qui viennent ici, il y aura beaucoup de changements très positifs. Beaucoup de changements. Je le crois du plus profondément. D'accord. Merci d'être convaincu de cela et nous le croyons également. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre ces nouveaux numéros du Talk Business. Comme toujours, nous parlons économie et nous réfléchissons sur la République. On se retrouvera dans un prochain numéro pour parler d'un autre dossier aussi important, si ce n'est pas revenir sur sa proposition qu'on aura le temps d'étudier et puis voir comment en discuter. Merci à Arsène Kololo qui a réalisé cette émission. Merci à Trésor Kabwelou qui l'a assisté. On se retrouve très vite. Excellente suite de programme sur Héritage Radio-Télévision.